Vous écoutez l'épisode numéro 4 avec notre invitée spéciale Camille du site j'arrive jamais à le dire, Bark at the Moon. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour Christelle, je te rassure, moi aussi parfois j'ai du mal à dire le nom de mon site. Eh ben, je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi et j'ai l'habitude de commencer mes interviews par ce que j'appelle en général une prise de température, mais il s'agit plutôt d'une prise de confiance. Alors, sur une échelle de 1 à 10, en général, à combien évalues-tu ton niveau de confiance en toi dans tous les jours? On va dire autour de 7. Super. Et pour continuer dans cette prise de connaissance, dans cette mise en bouche, je te propose de faire plus ample connaissance avec un portrait chinois. Ok, j'ai l'impression de jouer un peu. Si tu étais un dessin animé, Le roi lion, si tu étais une mauvaise habitude, la procrastination, si tu étais un paysage, des montagnes qui se jettent dans la mer, si tu étais un sport, en ce moment le yin yoga, si tu étais un animal, un petit chat, si tu étais un livre, un livre. Alors celui qui me vient là c'est la grammaire est une chanson douce. si tu étais une cause, une bonne cause, La défense pour les animaux. si tu étais une pièce de la maison, Le salon. si tu étais un élément, L'eau. Ou le feu. Allez, l'eau. et si tu étais une pierre, L'améthyste. merci Camille. Pour continuer à faire plus ample connaissance, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors, plein de choses. Déjà, je suis jeune maman. Et j'ai un travail à temps plein en CDI dans un cabinet de conseil où je fais du personal branding. Et en parallèle de ça, j'ai un projet personnel qui m'anime beaucoup, qui est à la fois de la création de bijoux en pierre fine et aussi de l'animation d'ateliers pour créer un bijou à son image, un bijou intuitif. Eh ben, sacré programme. Et notamment sur ce métier de créatrice de bijoux, comment tu en es arrivée justement à vouloir te lancer dans cette création? Alors ça s'est fait assez... En fait, ça s'est fait par hasard. Moi, j'ai toujours aimé avoir des projets à moi. Donc, j'ai déjà monté mon entreprise auparavant. J'étais à mon compte, tout ça. Et ça me manquait déjà dans mon quotidien d'avoir quelque chose qui m'appartient. Et il se trouve qu'une amie m'a donné les coordonnées d'un super endroit où acheter des perles pour pouvoir faire des choses pour moi parce qu'elle savait que c'est quelque chose qui me parlait. Et en fait, ça a démarré comme ça. Je suis rentrée dans la boutique. J'avais l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. J'étais comme une enfant super excitée de voir toutes ces merveilles partout. Et comme c'était une boutique pour les professionnels, j'ai dû acheter avec un minimum d'achat qui était quand même assez important. Et du coup, je me suis retrouvée avec des tonnes de perles chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire des bracelets pour des amis, pour moi, pour ma famille. Et puis, j'ai derrière eu des demandes et encore des demandes et encore des demandes. Et ça s'est jamais arrêté. Donc,
j'en ai créé un projet, une histoire, et depuis, je regrette pas du tout. Voilà. Et qu'est-ce qui t'anime? Quel est ton pourquoi dans cette création de bijoux? Alors, ce que j'aime, c'est que à chaque fois que je crée un bijou, ce que je fais le plus, c'est des bijoux en fait personnalisés et intuitifs. Et donc, à chaque fois, je me connecte à la personne qui me demande, soit pour elle, soit pour un cadeau. Et du coup, on échange beaucoup pour comprendre de quoi la personne pourrait avoir envie ou besoin. Et elle se retrouve avec quelque chose d'unique qui va lui faire du bien. Et donc, en fait, c'est ce qui m'anime, c'est à la fois cet échange, donc ce lien, en fait, ce lien humain, et le fait de créer quelque chose en partant de rien et de créer quelque chose de vraiment unique et personnalisé. Donc, j'ai l'impression de faire un peu de bien à un tout petit niveau aux personnes avec lesquelles j'échange. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'anime. C'est vraiment toute cette rencontre humaine, parce que j'aime aussi co-créer avec faire des collaborations. Enfin voilà, dès qu'il y a un échange, c'est vraiment ce qui est le plus agréable pour moi. Et est-ce que cette sensibilité aux pierres, tu l'as depuis toujours ou est-ce que ça t'est venu avec le temps? Alors c'est une super bonne question. Je dirais que c'est quand même assez récent, tout simplement parce que j'en avais pas conscience, je pense, avant. Alors peut-être que j'aurais pas eu cette sensibilité avant aussi, hein, du coup j'en sais rien, mais c'est quand même assez récent, ça fait peut-être maintenant 3, 4, 5 ans que je ressens l'envie d'avoir des pierres chez moi, que je commence à m'y intéresser et aussi et surtout que je commence à les comprendre. Parce qu'au départ, j'étais un peu comme appelée, on va dire, par cet univers du monde minéral, mais mais en n'y connaissant rien, je me suis rendu compte après coup que il y avait beaucoup de fausses pierres, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très bienveillantes dans cet univers aussi. Enfin voilà, il y a pas que il y a pas que du positif et c'est pas forcément facile de faire la part des choses. Mais une fois qu'on arrive à créer cette connaissance, cette compréhension du monde minéral et à faire une connexion avec, là, c'est vraiment un univers très vaste, très grand, très magique, qui est infini. Et voilà, j'ai déjà oublié ta question, mais j'espère que j'y ai répondu quand même. Je suis Oui, partie un peu, mais voilà. non, ça se voit que tu es passionnée par ce que tu dis. Et justement, tu disais que ton processus de créativité était intuitif et que tu te connectais à la personne. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, il y a plusieurs façons de faire, en fait. Il y a la façon où les personnes vont me demander quelque chose de très précis. Et là, donc, finalement, j'exécute quelque part. Je suis exécutante. C'est pas ce que je préfère parce que souvent, ça ressemble pas exactement à ce que moi j'aurais fait. Et j'aime bien créer des choses que j'aime. Donc, ça m'arrive de moins en moins d'ailleurs de le faire. Et sinon, donc, plus en lien avec ce que tu demandes, l'autre façon, c'est que une personne me contacte et va me demander, par exemple, un bijou qui va l'aider à guérir une blessure émotionnelle. Dans ces cas-là, moi, je pars avec cette information. Je pose quand même 2-3 questions, par exemple. Est-ce que la personne, elle préfère avoir un bracelet très simple ou avec du doré ou de l'argenté? Enfin, voilà, des questions un peu, on va dire, entre guillemets, un peu techniques pour être sûr d'aller dans le sens de ce qui va plaire de manière esthétique à la personne. Et ensuite, je repars avec ce petit brief. Et puis, je fais des essais de mon côté. Je réfléchis. Je me pose, j'essaye de faire un temps de calme intérieur pour imaginer ce qui serait le mieux pour cette personne. Je peux aussi, par exemple, utiliser des cartes parfois, tirer des cartes pour m'accompagner ou tout simplement faire appel à mon intuition. Et en général, j'utilise entre 2 et 4 pierres différentes, grand maximum. Le plus souvent, j'utilise 3 pierres qui sont complémentaires. Et je reviens vers la personne avec les explications du choix des pierres et une photo ou pas. Parce que parfois, les personnes préfèrent avoir la surprise jusqu'au bout. Et ça, c'est toujours beaucoup plus stressant pour moi. Parce que quelque part, d'envoyer le projet, ça rassure.
Donc, ça me rassure plus moi que la personne, d'ailleurs, en général. Et voilà. Donc, c'est vraiment tout simplement créer en fonction de 2-3 mots-clés que la personne va me donner, en fonction de ses envies et de ses besoins. Très souvent, moi, ça va être lié à des besoins émotionnels ou des besoins en rapport avec le fait de calmer le mental, par exemple, mais très peu en lien avec des mots physiques. Ça, pour le coup, cet univers-là me parle pas du tout, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les pierres pour soigner des choses physiques. Là, moi, je vais moins sur ce terrain-là parce que je suis pas à l'aise, en fait. Voilà. D'accord, merci. Et, et justement, donc tu disais que tu n'utilises pas les pierres, enfin en tout cas, tu te sens pas à l'aise pour soigner, voilà, aller sur le côté corporel et sur des choses spécifiques au niveau des pierres. Mais est-ce que tu les as déjà utilisées à ton niveau pour dissiper ou atténuer certaines peurs ou difficultés que tu pouvais rencontrer dans ton quotidien? Oui, alors pas forcément comme ça. Moi, personnellement, la façon dont j'utilise les pierres, c'est plus soit une pierre qui m'attire à ce moment-là, et donc je la prends dans mes mains, je la garde contre moi. Enfin, c'est vraiment ce qui me donne envie d'avoir à ce moment-là. Et donc, en général, enfin, pour mon cas à moi, ça me réconforte, ça me met un peu comme dans un petit cocon, et ça m'envoie du bien-être et de l'amour. Soit parce que j'ai envie d'aller travailler sur quelque chose en particulier, par exemple l'ancrage, et donc je vais aller chercher une pierre qui va m'aider à m'ancrer, à aller me stabiliser les pieds dans la terre, etc. Donc c'est vraiment... Mais il y a plein de façons différentes d'aborder l'utilisation des pierres. Hein. Là, je t'en donne deux, mais ça peut être... je dirais pas que c'est infini non plus, mais presque. Et puis après, j'aime bien aussi choisir des pierres à mettre dans ma maison, en fonction de ce que j'ai envie d'avoir comme énergie. C'est pas la même chose dans ta chambre à coucher que dans ton salon, dans ta cuisine, dans la chambre de ton enfant. C'est aussi en fonction des énergies que tu veux donner à l'endroit où tu te trouves, en fait. Je sais pas si tu veux des exemples, mais je pourrais t'en donner si tu veux. Justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de pierres qu'on peut utiliser dans sa maison et à quel endroit? Oui, bien sûr. Alors là, effectivement, ce que je vais dire, ça va vraiment être des exemples. Il y a plein de choses possibles. Je vais essayer de donner des exemples de pierres qui sont assez communes, parce que je connais pas voilà, la façon dont peut éventuellement être le niveau de connaissance ou d'envie d'en savoir plus de tes auditeurs. Mais souvent, on va conseiller, par exemple, de mettre une améthyste dans son salon, parce que c'est une pierre qui va apporter de l'harmonie en général dans la pièce. Et donc, c'est chouette pour avoir des discussions calmes et harmonieuses, et un environnement sain. On peut même dire parfois que ça élève les vibrations d'un lieu. Après, j'aime bien conseiller, par exemple, de la cornaline dans la cuisine, parce que c'est une pierre de créativité. Donc, ça va permettre, voilà, pourquoi pas, de donner envie aux personnes, de donner des idées un peu créatives pour s'éclater un peu en cuisine. Après, on peut aussi imaginer, par exemple, de la labradorite ou de l'œil de tigre dans l'entrée. Ce sont des pierres qu'on appelle de protection. Et donc, ça va en fait empêcher, on va dire, les ondes négatives et tout ce qui est émotion trop négative de pénétrer dans la maison ou dans l'appartement. Et puis après, par exemple, dans la chambre à coucher, on peut imaginer soit du quartz rose, qui est une pierre vraiment très douce, qui aide à bien dormir, à faire des beaux rêves, ou à l'inverse, des pierres un peu plus... qui vont un peu plus booster la libido, par exemple, selon son envie, comme le grenat ou ce genre de pierre. Voilà. D'accord. Et comment choisir la pierre, parce qu'il existe de différentes tailles, de différentes formes. Qu'est-ce qui va justement, est-ce que ces formes et ces tailles vont influencer l'énergie oui, ou son émission? Alors, je suis désolée, ça coupe un petit peu, mais si j'ai bien compris ta question, c'est
comment choisir la pierre en fonction de sa taille et de sa forme. Est-ce que ça a une influence sur l'utilisation de la pierre, c'est ça? Oui. Alors, de manière assez simple à comprendre, plus la pierre est grosse, plus elle va avoir, non pas de puissance, mais par contre d'aura, c'est-à-dire plus elle va avoir un champ d'action important. Et c'est pour ça qu'en général, on va par exemple conseiller de prendre les petites pierres dans sa poche. Les grosses pierres, évidemment, on ne va pas se trimballer avec dans son sac, on les pose à la maison. Voilà. Donc déjà, la taille de la pierre, c'est plus par rapport à son champ d'énergie. Après, la forme, oui, ça a une incidence, effectivement. Il y a plein de formes différentes. Par exemple, ce qu'on appelle les pointes ou les obélisques, ça va plus être des formes un peu amplificatrices ou de connexion un peu plus élevées. Les petits galets roulés, c'est plus des formes un peu douces qui vont être plus dans l'accompagnement, la douceur. En fait, c'est aussi en fonction de... Là encore, je trouve que c'est intéressant d'aller vers ce qui nous appelle. La taille, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Si on a besoin d'avoir la pierre sur soi, si on a envie de la poser, etc. Enfin, mais oui, effectivement, ça peut avoir une incidence. Par contre, ça ne va pas changer du tout les propriétés de la pierre en elle-même. Elle va garder ses propriétés, c'est juste que ça va un petit peu avoir une façon de se propager, on va dire, un peu différente. Mais c'est presque du détail. Et du coup, une question qui me vient, c'est justement, tu parlais de l'aura de la pierre. Quelle est en moyenne cette aura justement? Est-ce que ça reste vraiment en périphérie très proche de la pierre ou est-ce que justement ça peut aller, je sais pas, jusqu'à 1 mètre, je dis n'importe quoi. Alors, c'est une très bonne question. Et ça, alors, ça dépend des pierres, ça dépend de la qualité des pierres, ça dépend de plein de choses, mais la réponse, elle est surtout en fonction de la taille. Et effectivement, plus elle est grande, plus ça va être important. Et une très grosse pierre, ça peut aller très très loin. Alors, je peux pas te donner je peux évidemment pas te donner de taille un peu précise parce que ça veut rien dire. Mais quand une pierre est toute petite, on parle plutôt en centimètres, je pense, et vraiment très petit, ça va vraiment avoir un champ d'action vraiment très limité. Et puis après, oui, ça peut aller minimum 1 mètre sans souci, mais plus on s'éloigne, tu sais, plus ça s'affaiblit aussi. C'est-à-dire que en étant très proche, tu vas plus sentir les bienfaits qu'en t'en éloignant. Donc c'est à la fois un grand champ et à la fois, tu vois, ça a tendance à se diluer, on va dire. Ça s'arrête pas net, quoi. Tu vois, c'est un champ un peu comme ça qui descend petit à petit. Et est-ce que les pierres en général elles agissent en symbiose ou il peut avoir des contre-indications? Ah, ça, c'est rigolo parce que oui, tu as des pierres qui vont être super ensemble. Et d'autres, on dit que tu as certaines pierres qui sont tellement fortes qu'il ne faut pas les mélanger à d'autres, sinon elles viennent comme manger l'énergie de l'autre et c'est comme si la deuxième n'avait plus rien à faire. Par exemple, la malachite, on dit ça de la malachite. Et puis, tu peux avoir, c'est pas tellement que ça va pas ensemble, mais ça va être, par exemple, des pierres d'énergie contradictoires. C'est pas forcément une bonne idée de les mélanger. Je vais te donner un exemple. Tu mets une pierre dynamisante, comme la pierre de soleil, avec une pierre calmante, comme la holite, par exemple. Bah, en fait, finalement, c'est deux énergies que tu recherches complètement différentes. Une qui va te booster et l'autre qui va te calmer. Du coup, voilà, ça va pas faire de mal ni à une pierre, ni à l'autre, ni à toi. Juste, ça fait des énergies contradictoires. Donc, bon, voilà, c'est pas forcément très utile et très intéressant. Ça va pas venir travailler sur quelque chose en particulier. D'accord. Oui, 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 je comprends tout à fait. Justement, est-ce que tu aurais un jeu, une pratique ludique à partager à nos auditrices pour s'approprier leur pierre ou du moins, enfin je dis leur pierre, mais toute autre chose, je sais que tu utilises les oracles, etc., pour les aider, soit dans leurs difficultés quotidiennes ou autres. Voilà, une petite pratique ludique. Alors ludique, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est de prendre une pierre et de dormir avec. Parce que, alors même les pierres énergisantes,
Parce qu'en fait, les vibrations qu'émettent les pierres, elles viennent vraiment nous, surtout quand on n'a pas l'habitude, elles viennent nous stimuler aussi au niveau du mental. Et quand on dort, ben, on relâche plein de choses. Et donc ça, enfin moi pour l'avoir vécu, ça peut nous faire des rêves assez fous. Et donc de tester avec des pierres comme ça, qu'est-ce que ça peut bien venir nous dire dans nos rêves, je trouve ça rigolo. Et encore plus si la pierre, on ressent, parce que je ne sais pas si toi, tu as déjà été en contact avec des pierres, mais il y a des pierres qui nous appellent très fort et qu'on a vraiment envie de prendre dans nos bras, presque comme un petit bébé. Et il y a des pierres qui, bouh, alors celle-là, je ne peux pas la voir en peinture, quoi. Et c'est encore plus intéressant d'aller travailler avec des pierres avec lesquelles on ressent du rejet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à aller regarder. Et là, ça c'est, je sais pas si c'est une pratique ludique du coup, parce que c'est un peu des sorties de zone de confort, mais ça peut donner des choses intéressantes pour, en tout cas, travailler sur soi et comprendre certains mécanismes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, si on ressent un rejet très fort d'une pierre, vraiment, j'invite tes auditeurs et tes auditrices à aller regarder la signification et la symbolique de cette pierre pour comprendre ce qui se joue ici. Ça, c'est vraiment aussi intéressant pour comprendre des choses sur soi. Super. Moi, par exemple, alors je sais pas si c'est une bonne pratique, mais j'avais lu que de mettre une améthyste à côté de son lit, sur sa table de nuit, ça pouvait être bénéfique. Donc moi, j'ai une toute petite améthyste à côté de mon lit. Et donc, je me disais, est-ce que, comme elle est petite, du coup, je viens de comprendre que son aura est restreinte, en tout cas autour de sa taille. Et du coup, je me disais, est-ce que je peux la mettre sous mon oreiller? Et donc là, tu viens de me dire que tout à fait, je peux mettre tout ce que je veux sous mon oreiller et voir ce Après, il y a le risque. Pardon, je t'ai coupé. Ça se fait pas. Non, vas-y. Non, mais je disais juste qu'il y a le risque qu'elle tombe par terre si tu fais des grands gestes ou quoi. Mais c'est pas. Enfin, après, ça dépend de la pierre et ça dépend de la taille d'une améthyste. Normalement, il n'y a pas trop de risque que ça l'abîme trop. Mais oui, en tout cas, oui, tu peux la mettre sous ton oreiller complètement. Ou sous ton lit si t'as. Voilà, tu peux sous le matelas, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à tester en fonction de la taille des pierres. Par contre, je t'invite à, surtout si tu dors avec, à penser à en prendre soin énergétiquement parlant, donc à la nettoyer et à la recharger. Parce que c'est vraiment un échange énergétique qui se fait entre la pierre et toi. Et donc, elle t'émet ses vibrations, mais toi, tu lui émets les tiennes aussi. Donc, elle se charge de tes vibrations. Et donc, au bout d'un moment, on dit qu'elle sature un peu. Et si tu veux qu'elle continue à t'apporter quelque chose et à te faire du bien, il faut un petit peu la nettoyer pour préserver ses bienfaits, en fait. Justement, comment on recharge et on nettoie ses pierres? Alors, je vais essayer d'être concise parce que là, je peux faire une réponse très longue. Il y a plein de pratiques en fonction de plein de critères. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut recharger et nettoyer toutes les pierres. Pour les nettoyer, soit tu as besoin d'un nettoyage en profondeur parce que, par exemple, c'est une pierre dont tu as hérité ou c'est une pierre que tu as achetée dans un magasin, mais tu sens qu'il y a besoin de te l'approprier complètement, de tout nettoyer. Tu peux faire un nettoyage en profondeur. Et donc ça, si tu as accès à un bout de jardin, tu peux la mettre sous la terre. Donc, c'est son milieu naturel, en fait, à la pierre. Donc, c'est ce qu'elle préfère. Donc, 30, 40 cm sous terre, dans un linge si tu as peur de l'abîmer ou qu'elle est très fragile. Et tu la laisses plusieurs semaines, voire plusieurs mois s'il y a vraiment besoin d'un très gros nettoyage et que c'est une très grosse pierre. Plus simple, pour les gens en habitant en appartement, la même chose dans du gros sel. Chez toi, du coup, ça marche. Après, pour des nettoyages plus doux, tu peux la passer sous l'eau avec l'intention, de toute façon, à chaque fois mettre l'intention, c'est important, l'intention de nettoyer les énergies, 2-3 minutes sous l'eau, même du robinet, ça passe, ou dans une rivière, dans un ruisseau, un petit cours d'eau, ça c'est super aussi pour nettoyer. Et puis après, tu as les méthodes plus douces avec de la sauge, de l'encens, du palo santo, toutes ces choses-là, pareil, 2-3 minutes sous la fumée, avec l'intention de nettoyer. Et la dernière version qui me vient en tête, que j'aime beaucoup moi, c'est de poser la pierre sur une forme géométrique sacrée. Donc, par exemple, une fleur de vie ou une coquille Saint-Jacques, tout simplement. Déposer la pierre là-dessus et laisser la magie de la vie opérer pour nettoyer. Alors là, vous me laissez plusieurs heures, toute la nuit, c'est bien. Mais ça, ce sont des nettoyages légers. Et après, pour recharger,
Soit la lumière du soleil ou la lumière de la lune selon les pierres. Attention, il y en a qui n'aiment pas l'un ou l'autre, donc bien se renseigner avant. Mais globalement, tout ce qui est couleur froide et pâle, c'est plutôt la lune, et tout ce qui est couleur chaude, c'est plutôt le soleil, en schématique. Et sinon, aussi la fleur de vie, ça marche pour recharger. Donc pareil, déposer sur une fleur de vie ou une coquille Saint-Jacques avec l'intention de recharger la pierre. Voilà. J'entends déjà tous les sceptiques parler, mais ils sont pas là, donc très bien. Voilà ce qu'on Non. conseille en général, en tout cas. Oui, bah, c'est vrai que moi, à mon niveau, je me perds dans tous les processus de recharge et de nettoyage parce que on nous dit pas l'eau du robinet, plutôt l'eau minérale, pas de sel en fonction des pierres, pas de soleil ou de lune en fonction des pierres. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est un casse-tête, comment je Non, m'y prends pour faire ça? simple. Le sel, c'est simple. Tu mets dans un linge. Tu mets ta pierre dans un linge, dans le sel. Toutes les pierres, ils sont OK avec ça. Le sel, par exemple, le problème, c'est certaines pierres, le sel va les abîmer. Mais à partir du moment où tu protèges la pierre, c'est OK. Donc déjà, cette technique, elle marche à tous les coups sans problème. Et ensuite, soleil, lune, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Donc, fleur de vie, pareil, pas de problème. Toutes les pierres. Donc, tu fais simple. Sel, fleur de vie. Voilà. Merci Camille, je le ferai. Et du coup, quelle est la fréquence de nettoyage et de purification? Bah écoute, selon ton intuition, ou après, par exemple, une dispute à côté de la pierre, après un choc émotionnel, après une utilisation au moins une fois par semaine sur des toutes petites pierres, tu vois. Mais ça peut être quotidien, c'est tout simplement ta pierre avec laquelle tu dors. Euh, Tous les matins, tu la reposes sur ta fleur de vie. Ou même tu la laisses en permanence dessus, pourquoi pas, après tout. Mais ça dépend combien de pierres tu as et ce que tu as à faire avec. Mais voilà, c'est souvent quand tu le ressens ou qu'il y a eu quelque chose d'un peu négatif. Donc, il y a eu une charge émotionnelle négative qui a été absorbée par la pierre. D'accord. Bon, je prends note et j'essaierai de les appliquer. Je voulais savoir, j'ai cru comprendre et voir sur ton Instagram que tu pratiquais euh, les oracles. Oui. Et du coup, je voulais savoir si tu les utilisais quotidiennement et comment tu les utilisais. Alors, non, pas quotidiennement, parce que j'ai déjà un quotidien assez chargé et que j'ai pas mis en place ce rituel-là au quotidien. J'aime les utiliser. Moi, j'aime les utiliser soit entre copines. Donc, je bois un café avec des copines, je viens avec mes oracles et on fait des tirages ensemble de manière assez ludique et détendue, tu vois, au parc, au café en bar, voilà. Soit le soir, moi avec moi-même, j'allume une petite bougie, un petit peu de sauge ou d'encens, et je tire des cartes parce que j'ai une question à poser. J'ai envie d'avoir des réponses sur un sujet un peu précis, et ça peut être des choses très bénignes ou des choses un peu plus importantes, un peu plus lourdes. Et là, je prends vraiment le temps pour moi. Mais c'est pas du tout quotidien. Je sais que tu as des gens qui tirent une carte par jour, par exemple. Moi, c'est pas du tout ma façon de procéder. Une autre question que j'ai pu entreapercevoir en faisant mes petites recherches pour cette interview, c'est qu'est-ce que les archétypes des 13 lunes? Ah Alors, c'est en rapport avec une formation que j'ai suivie, donnée par une personne qui s'appelle Alexandra et dont le compte est Moon Sisters Paris. Elle donne une formation sur les archétypes du féminin sacré. Et donc, elle le découpe en 13 archétypes, donc un archétype en fonction de chaque signe astrologique globalement. Et ensuite, le 13e, c'est la prêtresse, et c'est donc celle qui réunit tous les archétypes en elle. C'est le féminin sacré dans sa puissance maximale, parce qu'il a intégré tous les archétypes de la roue de l'année et de la roue donc astrologique. Voilà, c'est ça les, les archétypes des 13 lunes. Ok. Parce que du coup, j'ai pu voir sur ton site internet
que tu avais donné des petits noms tout doux et tout plein d'inspiration à chacune de tes créations. Est-ce que justement ça vient des symboliques que t'inspire cette création ou d'autres inspirations? Alors, les premiers noms que j'ai choisis pour mes bracelets, c'était le prénom des petites filles de mon entourage. Donc, nièces, enfants d'amis, voilà. À chaque fois, tous mes premiers bracelets avaient le nom d'une fille. Et c'était que des petites filles de mon entourage. C'était, voilà. Je sais pas, c'est comme ça que ça me faisait plaisir et que ça m'est venu. Et aussi beaucoup parce qu'au début, donc, comme je te le disais, je créais beaucoup pour des amis. Et j'avais envie de remercier mes amis de me laisser créer pour elles et pour leurs enfants. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Ensuite, j'ai continué en donnant toujours des prénoms, mais en fonction des personnes pour qui je créais. Quand je créais un bracelet pour quelqu'un et que finalement ça m'appelait de le mettre comme modèle sur ma boutique, j'utilisais le prénom de la personne pour qui j'avais créé ce bracelet. Et c'est rigolo parce que je me suis rendu compte que ça faisait toujours plaisir à la personne en question. C'est comme si ça venait toucher son cœur, quoi. C'est trop mignon. Et après, effectivement, j'ai continué en donnant des noms en fonction des archétypes. Là, c'est parce que je faisais des bracelets dont j'avais vraiment envie, qui aident la personne qui allait se l'approprier à appeler les énergies de cet archétype dans sa vie. Parce que donc toute l'idée de la formation que j'ai suivie et que donne donc avec Sandra, c'est de réincarner toutes ces facettes de nous en tant que femmes qu'on a toutes. Et donc pour ça, il y a différentes façons de faire. Alors il y en a qui vont se créer un hôtel à cet archétype. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire en fonction des sensibilités de chacune. Et un des moyens que j'avais envie de proposer, c'était d'avoir des pierres qui font vibrer cet archétype. Donc par exemple, le plus récent que j'ai fait, c'est celui de l'amoureuse, qui est en rapport avec donc la symbolique du taureau. Le taureau qui est un signe de sensualité, de l'amour des cinq sens, de la lenteur, etc. Et donc j'ai utilisé par exemple du rubis, qui est vraiment une pierre de sensualité et qui donc l'idée c'est d'aider la personne à appeler ses énergies en elle, à les porter avec elle. Voilà, d'où ces noms tout doux comme tu dis. Oui, moi en tout cas, ils m'ont vachement inspirée. Il y en a un notamment qui m'a fait tilt, donc je suis allée regarder justement l'explication que tu donnais. Et effectivement, ça m'a bien parlé. Je me suis dit, tiens, j'ai besoin de ça en ce moment. Ah, tu me diras lequel, ça me titille. Je me souviens pas de l'intitulé exact, mais il y avait visionnaire dedans. Ah, la visionnaire en verso, d'accord, oui, c'est le bracelet. Alors, je crois que c'est celui qui a le plus plu dans ma. C'est vrai qu'il est magnifique. Il est avec des petites perles de saphir en plus, donc qui sont magnifiques. Donc je comprends, c'est mon préféré aussi. Oui, et il y avait un petit œil de raie, il me semble. Tout à fait. Un petit œil doré, oui, une petite breloque dorée. Très mignonne. Donc oui, et celui-là, il m'a beaucoup parlé. Donc, je Mhm. conseille aux personnes qui nous écoutent d'aller voir toutes les merveilles qu'il y a sur ce site. Yes. Une autre question sur tes journées chargées. Tu disais donc que voilà, tu avais pas mal d'activités, deux métiers entre ton activité de consultante et de créatrice de bijoux. Justement, quelle est ta ou tes journées types? Comment sont organisées tes journées? Alors, ce que j'aime le plus quand j'y arrive, moi, c'est me lever très tôt le matin pour me lever avant tout le monde à la maison. Enfin, tout le monde, on est trois, hein, mais une fois qu'on est tous réveillés, ça fait beaucoup de bazar. Donc, j'aime justement avoir du temps pour moi, me lever au moins, idéalement, 1 heure à 1 heure et demie, même avant tout le monde, pour avoir juste ce seul moment que j'ai vraiment pour moi. Et ensuite, c'est la course de la préparation de l'enfant pour la crèche. Ensuite, c'est ma journée de travail classique. En général, sur la pause déjeuner, j'aime bien du coup faire des choses pour Bark at the Moon. Fin de journée, toujours la course pour récupérer l'enfant à la crèche. Et après ça, je me remets sur mes projets Bark at the Moon. Donc la journée type, hein, parce qu'évidemment, il y a des moments où ça change. Mais c'est ça, c'est du temps pour moi.
Je m'occupe de mon enfant, je travaille, je fais un peu de Bark at the Moon, je travaille, enfant, Bark at the Moon. Voilà. C'est organisé comme ça. Du coup, ça te fait de sacrées journées. Tu fais ça aussi le week-end, je suppose, sur ta création de bijoux? Le week-end, je fais ça surtout pendant les moments de sieste de Paul. Donc, mon fils s'appelle Paul. Et parfois, je m'octroie aussi d'autres moments dans le week-end. Mais la plupart du temps, c'est quand il fait la sieste. Parce que, surtout quand je suis dans la création, quand je déballe tout, mes perles, et que mon enfant de à peine 3 ans débarque, bah, les perles sont plus dans les boîtes après. Elles sont partout dans la maison. Et ça, c'est pas drôle. Voilà. Alors, mes petites questions sur l'organisation, c'est juste, comme je suis homme organizer, c'est mon petit défaut à moi de vouloir tout savoir sur l'organisation. Est-ce que tu as des outils ou des petites idées comme ça que tu utilises et que tu aimerais nous partager? Tu veux dire des outils pour m'aider à m'organiser, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait. Alors oui, surtout sur la partie communication. En fait, je me suis rendu compte, comme beaucoup d'entrepreneurs, même si je ne suis pas que entrepreneur, que la partie communication me prenait beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine au départ. Et donc, ce que j'ai décidé de faire et qui m'a sauvé la vie, c'est de programmer des choses. Donc, en fait, de réfléchir à l'avance à quel contenu je vais poster. Alors, je parle d'Instagram pour simplifier, donc parlons que d'Instagram. Je réfléchis un mois d'avance de contenu. Donc, je me suis fait un petit planning édito sur Excel, hein, tout simple. Et je liste, tel jour, je vais parler de ça, tel jour, je vais parler de ça, tel jour, je vais parler de ça. Ensuite, je me réserve un créneau, on va dire, de 2-3 heures pour tout rédiger à l'avance, tout programmer sur des outils de programmation. Et comme ça, les choses se mettent toutes seules. Et j'ai plus qu'à, entre guillemets, parce que ça prend beaucoup de temps aussi, faire le reste. Donc, animer, faire des stories, tout ça pour communiquer. Mais là, je te parle que d'Instagram, hein, mais il y a des choses qui se dupliquent sur le site internet, etc. Mais en tout cas, ça m'a sauvé la vie d'Instagram. J'en pouvais plus de me dire, oh là, je sais pas quoi faire, oh là, ça marche pas, oh, je suis en retard, je voulais parler de ça, j'ai pas réussi, j'ai pas le temps. L'inspiration, elle vient pas comme ça, je trouve, d'avoir de la qualité pour rédiger des choses de qualité. Moi, j'ai besoin d'avoir un temps réservé avec du calme et faire que ça. Voilà. Effectivement, je confirme que la communication, ça prend pas mal de temps quand on est entrepreneur et que effectivement c'est chronophage, qu'on s'y attend pas au début et qu'on a, en tout cas pour ma part, que j'avais tout à apprendre et encore beaucoup de choses à apprendre. Donc oui, une bonne organisation à ce niveau, c'est salvateur. Hum, Du coup, je voulais que tu nous partages un peu quels sont, toi, à ton niveau, vraiment là c'est personnel, c'est pour apprendre à mieux te connaître, quelles sont les pierres que tu utilises le plus et que tu affectionnes le plus, qui t'aident le plus? Alors, pendant très longtemps, c'était le quartz rose. C'était vraiment la pierre dont j'avais besoin de matin, midi et soir, à boire, à manger, à tout ce que tu veux. Alors, j'exagère, hein, mais c'était vraiment ma pierre. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, presque, je commence à me sentir du rejet. Donc, probablement que je suis allée au bout d'une certaine histoire avec, et on verra si ça revient. En tout cas, ça a été très longtemps ça. En ce moment, c'est beaucoup le cristal de roche. J'en mets d'ailleurs dans tous mes bracelets, au moins une petite touche ou deux. De toute façon, elle est complémentaire avec presque toutes les pierres, donc c'est OK. Mais le cristal de roche, beaucoup. Ensuite, là, je viens de m'acheter, je reviens là d'un beau voyage au Sri Lanka. Et j'ai complètement flashé sur une magnifique calcite bleue d'à peu près cette taille. J'aurais dû la prendre avec moi pour vous montrer, du coup. Et donc, je la garde près de mon lit pour dormir. Elle m'apaise énormément. Et pour une petite anecdote, quand je l'ai achetée, j'étais donc avec une amie et quelqu'un qui nous conduisait. Je l'ai achetée dans la voiture, je l'ai posée contre mon cœur, mais de manière hyper naturelle, j'ai pas réfléchi. Et je me suis endormie.
Ma copine s'est endormie et le chauffeur a dû s'arrêter en disant là, je suis en train de m'endormir, il va falloir que je m'arrête. Et en fait, un des bienfaits de cette pierre, c'est d'aider pour le sommeil. Et moi, j'avais pas capté. Mais donc, elle est vraiment grosse, donc elle rayonnait bien. Et même notre conducteur était en train de s'endormir. Je trouve ça rigolo. Donc voilà, cette pierre, elle m'aide beaucoup pour dormir. Et donc en ce moment, on va dire que c'est les deux que j'utilise le plus, c'est ça, celle-ci, la calcite bleue, et le cristal de roche. Voilà. Et donc là, tu nous partageais que justement, tu en avais ramené une lors d'un voyage. Et sinon, pour tes créations, elles viennent d'où tes pierres? Alors, j'ai essayé plein d'endroits différents sur Internet, dans la vraie vie, voilà. Parce que c'est pas facile, en fait. Surtout au début, je me suis fait avoir 1 million de fois, honnêtement, sur des prix, sur des qualités, sur des pierres qui, en fait, sont teintées, chauffées, que tu sais pas. Enfin, je te disais au début, il y a vraiment à boire et à manger. Il faut faire très attention. Et donc, après avoir essuyé des plâtres et des plâtres, aujourd'hui, j'ai, on va dire, 4 fournisseurs différents, dont 2 à Paris, qui sont dans le centre de Paris et qui sont super, qui sont pas donnés, mais qui sont super. Et je suis en train de rentrer en contact avec 2, 3 nouveaux fournisseurs. J'essaye d'aller encore de plus en plus à la source, en fait, de l'extraction des pierres pour vraiment tracer et savoir au maximum d'où viennent les pierres, dans quelles conditions elles ont été extraites, parce qu'il y a énormément de scandales autour de tout ça, de comment sont traitées les personnes qui travaillent dans les mines et tout ça. Parce qu'on peut imaginer assez facilement que travailler dans une mine sous plusieurs kilomètres, plusieurs mètres à plusieurs kilomètres, c'est des conditions pas toujours top. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de trouver des bons lieux pour acheter des belles pierres. Et moi, honnêtement, je pense que je fais encore plein d'erreurs. Mais mon truc, c'est d'apprendre en marchant. Donc j'ai pas encore peut-être trouvé le truc idéal, mais tu vois, je parlais du Sri Lanka et je pense que je vais y retourner pour ça parce que là-bas, il y a beaucoup de cristaux. Et je pense que là et au Brésil, j'ai envie de voyager un peu pour aller un peu à la source. C'est un peu mon envie du moment. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais c'est mon envie du moment. Mais c'est encore une autre étape là. Moi, je sais que ici, à La Réunion, où je me situe, une grande partie des pierres viennent de Madagascar. Oui. Donc, c'est un marché très répandu, pas forcément très éthique pour les personnes, à mon sens, je pense. Mais en tout cas, voilà, chez nous, ça vient principalement de Madagascar. Et j'espère quand même que ce marché-là peut aider quand même les personnes vivant sur place. Parce que vraiment, je pense que c'est énorme en termes de travail accompli parce que on en reçoit, nous, en tout cas, énormément. Et je Ouais. suppose qu'on n'est pas les seuls. Oui, oui, il y a beaucoup. Enfin, en plus, je trouve qu'il y a un engouement en ce moment pour ça, pour les pierres. Il y a comme quelque chose de particulier là-dessus. Et du coup, c'est à la fois positif et à la fois attention aux dérives. En fait, c'est toujours pareil. Et c'est vraiment pas facile. Alors, il y a quelques trucs à savoir pour bien choisir ses pierres et tout ça. Mais si t'es pas un petit peu renseigné, voilà, faut faire attention, effectivement. Est-ce que tu connais ou tu pourrais nous conseiller sur des certifications, des traçabilités de pierres pour justement nous aider dans ce choix? Alors déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est avant d'acheter une pierre, de demander à la personne qui la vend si elle connaît la qualité de la pierre. Parce qu'il y a comment ça s'appelle? Des graduations, je sais pas quel mot utiliser, là ça me vient pas, mais tu sais, des qualités, quoi, d'une échelle de qualité. Donc AA, il y a différentes façons, hein. Il y en a qui disent AA, AA+, AB, B, C, D, enfin selon les pierres. Donc déjà, si le vendeur n'est pas capable de répondre à cette question, déjà il y a un loup, c'est qu'il ne connaît pas. S'il connaît pas, c'est qu'il sait pas ce qu'il a acheté. Donc ça, c'est le premier élément. Un vendeur qui est capable de répondre, c'est toujours positif. Ensuite, effectivement, les certifications, ça n'existe que pour les pierres précieuses. Les saphirs, les rubis, les diamants, ça n'existe pas pour les pierres semi-précieuses.
En tout cas, pas que je sache. Donc, tu peux pas demander de certification. Par contre, tu peux effectivement poser un maximum de questions dans l'endroit où tu vas vouloir acheter la pierre. Donc la qualité, d'où elle provient, est-ce que la personne elle connaît les conditions d'extraction des pierres, etc. Alors tu peux passer pour une relou, mais si tu as quelqu'un de passionné en face de toi, cette personne sera même plutôt contente que tu lui poses ces questions. Donc c'est qui tout double, et en fonction de la réaction de la personne en face, tu vas bien le sentir si c'est OK ou pas OK. Super, merci beaucoup. Et je vais passer maintenant à ce que j'appelle la question tabou. Nous avons évoqué tout à l'heure les archétypes féminins et du coup, je voulais savoir si justement la magie des pierres t'avait aidé dans ta vie de femme ou de femme fatale à te libérer sur ta sexualité ou ton couple ou tout autre aspect de ta vie. Ah, c'est intéressant comme question. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore parce que je suis pas encore allée travailler ça avec les pierres. Mais c'est rigolo que tu me poses cette question parce que j'ai récemment fait ce qu'on appelle, alors tu as plusieurs noms, ADN minéral, thème minéral, ce que tu veux, qui est un peu l'équivalent du thème astral en astrologie, mais avec les minéraux. Et dans mon thème, il y a clairement le grenat qui ressort très fort. Et le grenat, c'est vraiment la pierre de ça, quoi, de la sexualité, de la libido, de la vie, du feu intérieur. Et du coup, j'ai très envie d'aller m'en acheter une pour voir comment je vais réagir. Donc, peut-être, si on fait une interview dans quelques mois, une deuxième, je pourrais te répondre un peu mieux. Mais là, je ne vais pas pouvoir te répondre très précisément. Je ne suis pas encore allée travailler cet aspect-là avec les pierres. Mais en tout cas, voilà, si on a envie de développer ce côté-là, le grenat. Ouais, par exemple. Ouais. Et le mettre sous son oreiller ou à côté de son lit. Oui. Tout à fait. Ou pourquoi pas en pendentif, tu vois, quelque chose de même contre soi, ça peut être rigolo aussi. Il y en a qui mettent, tu sais, des femmes qui mettent dans leur soutien-gorge des petites pierres roulées. Ah oui, je n'avais pas eu cette idée. Ok. Moi, je ne l'ai pas fait non plus, mais pourquoi pas, ouais. Est-ce que il y a justement une différence d'action en fonction de où est portée la pierre, que ça soit en boucle d'oreille, en collier, en bracelet? Je pense pas vraiment. Après, j'aime bien l'idée d'avoir un pendentif près du chakra du cœur, si tu as des pierres qui sont en rapport avec le chakra du cœur. Mais honnêtement, tu vois, peut-être quand pareil, si tu as des pierres en rapport avec le chakra de la gorge, pose un petit ras de cou. Mais sincèrement, je pense pas que ça fasse des grandes différences. Peut-être que je me trompe, hein. Moi je sais vraiment pas tout, très loin de là. Mais j'aurais tendance à dire que si tu l'as sur toi, ça agit sur toi, quoi. Après, si tu te fais une couronne d'améthyste, tu ressentiras sûrement quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas, ou il y a plein d'idées à avoir. Après, tu vas me donner plein d'idées créatives. Et d'habitude, je pose la question de quelle est la prochaine étape de Camille, mais sur cette interview, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de te demander quel était ton rêve. Et ben, mon rêve en ce moment, justement, c'est d'aller plus loin avec les pierres. Et tu vois, je suis en train alors c'est complètement off ce que je te dis, mais ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire, ça peut pas être off vu qu'on se parle de manière publique. Mais je suis en train de me rapprocher de contacts qui sont plus dans les pierres précieuses, donc des saphirs, des rubis, des choses comme ça. Et je sais pas pourquoi tu sais, moi je vais souvent là où mon corps vibre, où je sens que ça m'excite comme une enfant, tu sais, l'émerveillement de l'enfant. Et là, alors qu'il y a tu m'aurais dit ça il y a 2 ans de ça, ça me parlait pas du tout. Et là, il y a quelque chose qui se passe en moi par rapport à ça. Et donc, je sais pas si c'est un rêve, mais en tout cas, voilà, ça m'appelle d'aller par là. Super, Voilà. j'adore. Donc, à suivre, voilà, à suivre les prochaines créations ou les prochaines voilà, actus de Camille sur les pierres précieuses. Super.
On arrive bientôt à la fin de cette interview et j'ai ma petite question girly. Mhm. Quelle est ta routine bien-être, ta routine équilibre de type Miracle Morning si tu en as une? Oui, j'en ai une que j'adore et qui n'a pas l'air bien-être sur le papier, mais qui m'a changé la vie. C'est la douche froide le matin. Ça a l'air affreux, ça l'est, mais ça fait un bien, mais incroyable. Moi, ça me fait un boost d'énergie positive direct au réveil. Et pas se poser de questions. Douche froide. J'adore. C'est magique. Voilà. Tu t'y es mis direct, t'as pas augmenté la température au fur et à Non. mesure, t'es allé direct. Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut augmenter la température et je le comprends. Mais moi, je sais que si je le fais pas. Je sais pas comment te dire, mais c'est tout, voilà, c'est tchouk. Et c'est comme ça que je le vis le mieux. Et surtout, évidemment, en dehors de l'été, commencer en dehors de l'été, parce que c'est pas le meilleur moment. C'est pas où c'est le plus bénéfique pour le corps, en fait. Bon, bah super, commencer la journée avec une bonne douche froide pour se dynamiser. Voilà. Donc, on est officiellement arrivé à la fin de cette interview. Camille, où peut-on te retrouver? Écoute, tu peux me retrouver sur mon site internet. Alors, il est compliqué à prononcer, c'est bark-at-the-moon.com ou sur Instagram, Camille_bark@the-moon. Voilà, c'est là où la magie s'opère. Et justement, où est-ce que t'es venue cette inspiration pour ce nom? Ah, écoute, ça vient à la rencontre de deux univers que j'aime bien. Bark at the Moon, ça veut dire hurler à la lune. Et tu sais, ça vient notamment de ce livre Femmes qui dansent avec les loups, qui est pour le coup un livre un peu connu entre guillemets sur le féminin sacré, en fait, qui te reconnecte à ta femme sauvage, voilà. Donc hurler à la lune en tant que femme, c'est comme libérer quelque chose. En fait, ça vient de ça. Et aussi, c'est une chanson de Ozzy Osbourne. Non pas que je sois une grande fan d'Ozzy Osbourne, mais c'est une chanson rock et moi j'aime bien aussi la musique rock et donc ça venait comme lier les deux univers qui me parlent beaucoup en une seule phrase quoi. Voilà. C'est pas moi qui l'ai trouvé, le nom c'est mon chéri. Parce qu'effectivement, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur ce fameux groupe de rock. Donc, j'ai écouté la chanson et j'avoue que j'ai bien apprécié. Je me suis dit au début que ça allait peut-être un peu trop hard. Et en fait, pas du tout. J'ai adoré. Et donc, d'où ma question. Je voulais savoir s'il y avait aussi une petite touche d'inspiration de ce groupe. Oui, tout à fait. Bien vu. En tout cas, merci beaucoup Camille pour avoir accepté mon interview. Je voulais savoir, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant de terminer? Écoute, non, c'était chouette. Merci. Merci Christelle. Merci beaucoup pour ton écoute, tes questions. Et ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. C'était ma première interview, tu vois, donc je suis contente. Ça me fait tout plaisir aussi. J'avais hâte de commencer. La preuve, j'étais en avance sur sur notre horaire de début. Donc, Oui, merci beaucoup à toi Camille. merci.